L'année commence à peine et le prochain combat de Titans se profile. C'est un combat juridique qui va opposer Marvel à Snapchat. À Marvel qui souhaitait déposer la marque Marvel Snap, son jeu de cartes. Eh bien Snapchat ne veut pas. Pourtant on la connaît tous, la différence entre les deux applications. Il y en a une sur laquelle tu reçois beaucoup moins de nudes, sauf si tu joues Professeur X dans ton deck. Là c'est vrai qu'il ressemble à une dick pic. Bonne année, meilleurs vœux pour 2023, tout ce qu'on vous souhaite chaque année, le premier de l'an, sans forcément que ça se réalise. C'est aussi la période des grandes résolutions. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite expérience, mais si un jour, une année, vous avez pris des résolutions, vous avez réussi à tenir, eh bien n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Ça peut faire une très belle histoire. Moi, on m'a dit oui, le bonheur, enfin offre-moi toute la collection des omnibus qui me manque, et là, tu me verras heureux. En attendant, ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 380e JT Comics, et on dirait que le départ d'Henry Cavill dans le rôle de Superman a provoqué des envies chez un autre Britannique, lui aussi doté d'une super Wii, enfin je pense. Et si c'est ça, mieux vaut que James Gunn le redirige vers ceux qui s'occuperaient du soi-disant reboot d'Harry Potter, ça serait mieux, Old Man Harry. En attendant, il est temps pour nous, et pour la première fois de l'année 2023, de nous diriger vers les news de la semaine. Des amours. C'est la news insolite de la semaine, et on dirait qu'on n'a pas tous eu la même fin d'année, puisque la tragédie a frappé aux États-Unis quand un homme de 57 ans a enfin avoué, après 2 longs mois de mensonges, avoir tué et démembré sa femme, et vous n'en croirez pas la raison. Vous savez, ces magazines de faits divers complètement foireux, là, avec des titres ultra racoleurs, du genre, pour lui ce n'était qu'une musique innocente, et bien, elle allait lui coûter la vie, elle lui assène 12 coups de couteau sur les démons de minuit, avec en sous-titre, il n'avait qu'à pas crier qui ça pendant le refrain. Là, ça serait un titre complètement sordide mais vrai, du genre, il étouffe, tue, démembre et va éparpiller les restes de sa femme, parce qu'elle ne le soutenait pas dans son rêve d'ouvrir une librairie spécialisée comics. Alors ce grand fan de comic books avait trouvé une maîtresse qui le soutenait, elle, dans son projet, ne se doutant pas qu'elle sortait plus avec un super vilain qu'un super héros, et donc il a tout simplement, pour s'en débarrasser, assassiné sa femme. Il s'est pris pour l'effaceur, le vilain claqué au sol de chez Marvel. Après, lui, c'est clairement pas la papillote la mieux fourrée du paquet, puisqu'il avait très vite après le meurtre fait quelques recherches Google qu'on a retrouvées, notamment comment s'en tirer en ayant commis un meurtre, comment effacer des messages Facebook, comment disparaître et ne jamais être retrouvé. Il était même allé consulter le petit manuel de criminalistique des scènes de crime du FBI. Bref, si c'était un super vilain, ça serait plutôt le prince du condiment que Lex Luthor, le type. Et la morale de tout ça, c'est qu'il faut pas toujours chercher l'approbation du conjoint quand on veut se lancer dans un projet, ou en tout cas on discute. On n'étouffe pas, et le plus triste dans l'affaire, c'est qu'ils ont quand même une fille qui va devoir vivre avec tout ça. L'accident. On dirait que Jeremy Renner a abandonné le Hawk pour ne garder que le High, puisque l'acteur qui incarne Clint Barton dans le Marvel Cinematic Universe a eu un accident de chasse-neige, il s'est fait rouler dessus. Alors je préfère traduire, pour nous, les Français habitués à un climat plutôt doux, surtout moi à Marseille, un chasse-neige, c'est ça, alors qu'en réalité, ça s'appelle un snowcat, et c'est par ça qu'il s'est fait écraser, provoquant des dégâts, une hémorragie au torse, à la jambe, qui a dû nécessiter une opération chirurgicale. L'acteur serait dans un état critique mais stable. On lui souhaite évidemment de s'en sortir avec le moins de séquelles possible. On pense à sa famille, à ses enfants qui doivent être totalement dévastés. Et pour rester dans quelque chose de positif autour de lui et surtout du personnage qu'il incarne dans le MCU et dont il est inspiré dans les comics, rappelons quand même qu'Œil de Faucon, c'est un personnage qui est ultra sous-coté dans tous les univers. Alors c'est vrai que dit comme ça, un type qui, quand il y a Thanos qui se ramène, prend le sac à dos du tir à l'arc du mercredi soir pour venir se battre, ça peut paraître un peu loufoque. Il n'a aucun super pouvoir, si ce n'est celui quand même qu'il partage avec DSK, de tirer sur tout ce qui bouge, avec une précision qui, elle, est digne du surhomme. Alors c'est vrai qu'à côté de Hulk, c'est beaucoup moins impressionnant, mais rappelons que sa vraie force réside dans le fait qu'il est capable de diriger une équipe et d'être le mentor de ses collègues. Il a dirigé les Vengeurs de la côte ouest, il a dirigé les Thunderbolts avec un talent certain, il a été le mentor des Vengeurs des Grands Lacs, avec Mockingbird. Il a aidé Kate Bishop à devenir l'autre Hawkeye dans les comics de Matt Fraction, dessinés en grande partie par David Aja, dans la série sur Disney+, que beaucoup d'entre vous ont vu, et c'est ça qui en fait un héros dont l'aura est celle d'un mec fiable, puissant et touchant aussi. C'est ça qui fait que Bruce Banner lui confie le soin et le moyen de l'éliminer s'il voit qu'il a le regard qui commence à sentir le Hulk, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans la seconde Civil War. Donc bon rétablissement à Jeremy Renner et vive Hawkeye. Nouveau look, c'est la nouvelle année, c'est un nouveau départ, je vais complètement m'arrêter là parce qu'on dirait une vieille émission de voyance sur la TNT, et moi tant qu'il n'y aura pas un horoscope qui me dira Taureau,
Arrêtez de verser du coca dans votre whisky, sinon Saturne viendra vous élargir l'anneau à grands coups de pied dans le derche. J'y croirais pas à toutes ces conneries, hein, mais j'imagine qu'il pourrait peut-être y avoir marqué début janvier, hein, c'est une nouvelle année. Vous adoptez un nouveau look pour être plus en osmose avec vous-même, ce qui sert juste à booster les ventes de pulls désiguales et à booster aussi les admissions aux urgences déjà saturées de tous les épileptiques qui vous croisent dans la rue. Mais il est vraiment beaucoup question de look cette semaine dans les comics, dans les adaptations qui en sont tirées. On commence avec Leslie Grace qui dans une vidéo a montré un aperçu beaucoup plus poussé de son costume de Batgirl, hein, et vraiment cette Barbara Gordon c'était un parfait cocktail entre la version armure de son costume du New 52 mais qui était plus noir et les couleurs ainsi que certains éléments de la Batgirl du Rebirth ainsi que celle de la série Batman de 1966. On l'avait déjà vu en veste, hein, comme au tout début du Rebirth, hein, l'arc Batgirl of Burnside, et bon, la nouveauté, c'est qu'on voit un hot dog, et pour moi la saucisse, c'est tous les comptables de la Warner qui ont préféré tuer le film plutôt que d'essayer de l'arranger et de le sortir. Le film d'ailleurs qui nous a beaucoup plus passionné une fois qu'on a su qu'il était annulé que quand on a su qu'il était annoncé. On a aussi vu une vidéo partagée par l'acteur Trisha Collins, en mode maquillage, effets spéciaux, évidemment qu'on pense que c'est pour incarner Harvey Dent, double face, dans la future série Gotham Knight qui devrait sortir début mars, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est le rôle principal d'un film qui s'appelle Pourquoi j'adore rouler des pelles à ma tondeuse à gazon, pourquoi pas, Et enfin celui dont on va parler doit adopter une nouvelle identité après avoir causé un incident majeur. Non, Xavier Dupont de Ligonnès ne rejoint pas le MCU, d'ailleurs peut-être que c'est Kevin Feige depuis tout ce temps, après tout ils ont l'air tous les deux d'aimer bâtir des fondations. Non, c'est évidemment Johnny Storm, il se passe une grosse merde chez les 4 Fantastiques qui va détruire le Baxter Building, laisser un gros cratère en plein milieu de New York, Oussama Ben Richards, et du coup je vous présente Jonathan Fairweather, il est passé de la torche à Lemmy le type. Docu Moustache. Il est l'éditeur en chef et le co-scénariste qui a su révolutionner le genre super-héroïque dans les années 60, un véritable panneau photovoltaïque tellement il prenait bien la lumière, le type, le roi du caméo. On raconte qu'il avait la même moustache sous la nasole que au-dessus de son Mister Fantastique. Le grand Stan Lee aurait eu 100 ans le 28 décembre dernier, une multitude d'artistes, de lecteurs, de spectateurs du MCU qui largement contribuent à bâtir avec les artistes qui ont su collaborer avec lui, lui ont rendu hommage. Pour moi le meilleur hommage c'est celui de Joe Quesada, qui est le patron, qui a su rendre avec quelques lignes d'encre sur du papier, vraiment l'esprit profond de Stan Lee. Pour l'occasion, Disney Plus a annoncé la sortie d'un futur documentaire qui racontera la vie de Papy Moustache. Et alors, les gars, quand vous avez un mec comme Boss Logic, quand vous avez un mec comme Joe Quesada, pourquoi vous faites un teasing avec ce vieux visuel, un aplat de couleurs aussi claqué, presque plus même que la légende lui-même? On verra s'ils abordent les polémiques, les frasques, et je parle pas simplement des allégations de harcèlement sexuel sur des infirmières qui venaient s'occuper de lui, que Stan Lee a toujours nié, qui ont absolument cessé immédiatement dès qu'il a changé de cabinet médical. Non, je parle surtout des vautours, des hyènes qui ont commencé à tourner autour de l'homme riche quand ils ont senti sa santé physique et mentale décliner. On va pas refaire toute l'histoire, mais entre ceux qui, pour se faire du fric, ont dilué son nom en le mettant à toutes les sauces, entre ceux qui lui ont vraiment volé du fric puisqu'ils avaient accès à ses comptes, et on parle de millions de dollars, entre ceux qui ont abusé du pauvre vieux, notamment en signant des comics Black Panther avec un tampon, avec de l'encre faite à partir du sang de Stan Lee, qui a été prélevé dans des conditions un petit peu douteuses, entre ceux qui l'ont fait cravacher quasiment jusqu'à la fin de ses jours, au point qu'il s'endormait sur des opérations de photoshoot, qui coûtent très très cher dans les Comic-Con. Longue vie à Stan Lee, mais j'ai presque envie de dire, il est mieux là où il est. Et j'espère en tout cas que dans le documentaire, on apprendra peut-être qu'il était en couple avec Dwayne Johnson sur la fin, The Rock. Univers ciné. Dans le reste de l'actu ciné, une rumeur intéressante puisque Disney Plus préparait 2 nouveaux épisodes spéciaux d'Halloween dans la veine de Werewolf by Night qui étaient très intéressants. Alors c'est à prendre avec des pincettes puisqu'on pensait que Disney Plus voulait réduire la voilure de ses productions pour nous laisser un petit peu respirer, mais s'ils peuvent laisser carte blanche à des réalisateurs qui s'amusent dans leur style, pourquoi pas, qui feraient rentrer peut-être enfin Mephisto dans le MCU depuis le temps qu'on l'attend. En attendant, on sait qu'on va voir Agatha Harkness pour bientôt et ça c'est très cool. Ce qui est très cool aussi, c'est que pour ceux qui aiment bien la porosité entre les films et les comics, le scénariste Zeb Wells, à qui on doit notamment de très très bons épisodes de Spider-Man, une excellente histoire qui s'appelle Shed sur le lézard, on lui doit aussi les revisites des origines de Venom, et bien il va rejoindre les co-scénaristes de The Marvels, donc le film avec tous les Captain Marvel, Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau. Il avait écrit du Robot Chicken ou l'épisode sur la retraite de She-Hulk, et puis $50, c'est le prix d'environ 400 comprimés d'aspirine, et avec transition, c'est aussi le prix de la prochaine encyclopédie officielle de l'univers cinématographique Marvel qui va nous présenter toute la chronologie, soi-disant c'est approuvé par les réalisateurs, je vois mal Joss Whedon relire ça pour donner son approbation, donc bon. Mais on nous promet de partir d'avant le Big Bang, donc la naissance
naissance de la reine Tante May jusqu'à après le blip avec des bonus sur les armures d'Iron Man, la chasse des pierres de l'infini et puis même la création du multivers. Ça risque d'être un beau bordel, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça toujours un petit peu croustillant, ce genre d'encyclopédie officielle comme ça qui pose des briques, c'est des véritables bibles des scénaristes, hein, mais souvent vous trouvez la même chose faite gratuitement et souvent mieux par les fans sur les forums. Comic Books. Dans le reste de l'actu comics, vous le savez peut-être, mais l'univers du Batman de Matt Reeves est étendu dans les comics, notamment un comic book scénarisé par l'acteur qui campe le Sphinx face au Pattinson, Paul Dano, qui a fait une révélation dans le second chapitre de son Riddler Year One. On voit une femme qui a des billets de train de Gotham City vers Metropolis, la ville associée à Superman. C'est pas la première fois qu'on voit ça, puisque dans un livre officiel aussi qui présentait une aventure de Bruce Wayne antérieure aux événements de The Batman, eh bien on pouvait lire: avec mon père, nous avons besoin de partir, peut-être à Metropolis. On sait que les mécaniciens de course de LexCorp recrutent, paf, une pierre, deux arches-ennemis. À quand le Superman de Matt Reeves, du coup, hein? Et puis alors, on va parler d'un nouveau record qui prouve la popularité du personnage créé par Todd McFarlane, Spawn, qui a eu droit à 73 couvertures variantes en décembre, aussi bien avec des crossovers dans l'univers d'Image Comics, sa maison mère, que chez DC Comics, pour assurer la promotion de la sortie du nouveau crossover avec Batman. 73 couvertures variantes et toujours zéro news du film depuis octobre dernier, où McFarlane annonçait repartir à zéro avec 3 co-scénaristes, dont Scott Silver, à qui on doit 8 Mile et les 2 Jokers. En attendant, ce qui est marrant, c'est que McFarlane se vante pour le crossover Batman Spawn de n'avoir eu quasiment aucun contrôle éditorial. Lui sait ce qu'il ne faut pas faire avec Spawn puisque c'est son papa, et puis il sait que il y a des points sensibles chez DC avec sa chauve-souris qu'il protège énormément, mais Greg Capullo l'a dessiné pendant 10 ans, et puis voilà, lui il dit mettre 48 pages de comics bout à bout, on fait ça dans notre sommeil. C'est un vantard, mais on l'aime bien. Et puis faites gaffe de bien être inscrit sur les listes électorales de Krakoa, puisque pour la 3e année consécutive, Marvel va faire appel à ses lecteurs, aux fans des X-Men, pour voter sur qui va intégrer la prochaine nouvelle équipe de X-Men. Vous savez que maintenant elle tourne chaque année. Comme les maîtresses de mon beau-frère, la première année c'était Polaris qui avait rejoint les X-Men, la 2e année vous le découvrez tout bientôt en VF à l'occasion du prochain grand gala des damnés, et en 2023 on verra. Moi je vais faire comme les 2 années précédentes, je vais voter Tante May, X-May. Et on termine avec l'éditeur le plus déjanté du marché, Bad ID, cofondé par l'ex-boss de Valiant, Dinesh Shamdasani, qui a un mode de fonctionnement très particulier. Ils sont en relation directe avec les libraires, ils ne font que du single issue, que des floppies, pas de bouquins reliés, pas de version digitale, c'est pour ça qu'on n'en a aucun en VF d'ailleurs, jusqu'à ce que j'espère qu'un grand fou du genre 404 Comics, iComics, ou pourquoi pas Delcourt, vienne un petit peu gratter tout ça, parce qu'ils vraiment ils éditent des pépites, et bien ils ont lancé leur dernier coup de com', et ils existent beaucoup à travers ça, et leur dernier coup de com', c'est si vous voulez un job dans l'industrie des comics, un job rémunéré entre guillemets, eh bien il vous suffit de débourser 1000 balles, il y a 5 postes à pourvoir, et ça durait une seule matinée seulement, ils nous promettent une sélection de leurs comics, ils promettent des accréditations pro à la San Diego Comic Con, ils promettent aussi une carte de visite, et ils promettent un job, rémunéré, toujours pareil entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire, mais un job de relecteur en gros, et on dirait qu'ils ont trouvé une façon de faire travailler les investisseurs, c'est magique. Lisez, cette semaine j'ai lu le tout début du gros crossover Axe Judgment Day qui va opposer les Éternels aux X-Men en gros, et les Vengeurs qui vont faire tampon au milieu en mode arrêtez. Ça part pas trop mal, il y a des démonstrations de force assez ridicules tellement c'est trop, mais pourquoi pas, on verra. J'attends de voir un petit peu plus, j'y crois par contre quand on nous dit que ça va révolutionner l'histoire des mutants, je pense que c'est vrai pour le coup, mais je commence à peine, donc attendons de voir. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Vous réagissez aussi sur les réseaux sociaux. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 7 ans maintenant. Je vous fais de gros bisous, encore une excellente année à vous tous, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Putain, le chasse-neige, il m'a niqué mon business plan. Moi j'avais prévu qu'Ezra Miller fasse encore une dinguerie, que le film The Flash soit décalé par la Warner, et je voulais proposer à Disney de faire un film The Flash sur Hawkeye pour combler un petit peu le trou. Eh ben c'est mort.